La parole est à Madame Mathilde Panot pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous êtes imbattable au jeu des diversions. Quand on vous parle des milliers d'emplois supprimés, vous nous parlez de séparatisme. Quand on vous alerte sur les files d'étudiants devant les aides alimentaires, c'est l'islamo-gauchisme à l'université. Quand on souligne l'explosion de la pauvreté, vous répondez écriture inclusive. Quand on vous propose de mettre à contribution les plus riches, vous nous bassinez avec la viande à la cantine. Vous êtes capable de parler de tout et de n'importe quoi, de préférence n'importe quoi, mais surtout pas de la crise sociale majeure que nous traversons. Peut-être vaut-il mieux ne pas parler de ce que l'on aggrave, puisqu'avec votre réforme honteuse de l'assurance chômage, vous allez baisser les allocations des privés d'emploi, soi-disant pour un retour à l'emploi, en pleine crise économique, de pénurie d'emploi. C'est aussi absurde, Monsieur le Ministre, que de continuer à supprimer des lits d'hôpitaux en pleine crise sanitaire, ce que vous faites aussi d'ailleurs, et on ne peut que saluer votre cohérence. Mais de quel cerveau libéral malade cette idée peut-elle bien sortir? Le chômage n'est pas un choix. Avant la crise, on comptait en moyenne 14 000 décès chaque année des suites du chômage de longue durée. Avec cette réforme, vous faites la promesse terrible de nouveaux drames humains. La réalité, la voici. Vous faites des économies sur le dos des précaires de notre pays. Hier, on apprenait que le Royaume-Uni allait augmenter les impôts sur les entreprises de 25 % pour payer la facture de la crise Covid. Et vous, pourquoi n'allez-vous pas chercher l'argent là où il se trouve? Ils ont des noms et des adresses, les Arnaud, les Mullier, les Niel, les Bolloré, les Bouygues, les Vinci et tant d'autres. Rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune, mettez en place une taxe sur les profiteurs de crise, partagez enfin les richesses. Monsieur le ministre, quand allez-vous être à la hauteur de notre République sociale et mettre enfin à contribution les plus riches de ce pays? Madame la députée, Monsieur le ministre de la Santé. Merci Madame la Présidente. C'est un débat qui commence fort. Vous parlez de cerveau malade à un neurologue, Madame la députée, vous prenez des risques. Prenez des risques. Madame la députée, on va parler ici de la pauvreté. Je pense qu'on va en débattre dans un contexte que j'imagine serein, sérieux, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de Français qui écoutent et qui attendent non seulement de savoir quelles sont les réponses qui ont déjà pu être apportées par cette majorité, et quelles sont les réponses que nous pourrions encore apporter à l'avenir pour lutter contre ce fléau de la précarité qui, à l'évidence, ne s'est pas réduit avec cette crise sanitaire sans précédent. On aura donc l'occasion, je crois qu'il y a une vingtaine de questions qui vont être posées, avec des vraies questions, j'imagine, qui seront posées, auxquelles j'aurai plaisir à répondre en des termes factuels et chiffrés. Sachez, Madame la députée, qu'avec 3,5 milliards d'euros d'aides directes financières apportées aux publics les plus fragiles depuis le début de la pandémie, je crois que la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a pu mettre en place. Le soutien aux associations qui est sans précédent, les associations d'ailleurs le reconnaissent, vous pourrez leur poser la question, elles vous répondront. Actuellement, nous sommes en train d'arbitrer un appel à projet de 100 millions d'euros pour venir en aide aux associations qui sont sur tous les terrains. L'aide aux étudiants, vous avez raison, c'est nécessaire, c'est un public particulièrement fragilisé, j'ai pu le constater. Je ne sais pas si vous faites comme moi des maraudes avec le SAMU social ou avec les Restos du Cœur. À l'occasion, vous viendrez, vous verrez que je ne suis pas hors sol, Madame la députée, et que j'ai bien conscience de la situation difficile que vivent les Français. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alexis Corbière. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre, merci pour la précision de la réponse accordée à Madame la Ministre, plein de modestie et tranquille. Donc les associations actuellement, selon vous, n'ont jamais eu autant de moyens et vous en félicite. Ça n'est pas la perception que nous en avons. Donc vous le savez, notre pays, Monsieur le Ministre, compte désormais 10 millions de pauvres, 10 millions de pauvres. Et depuis 2017, l'arrivée de votre majorité, c'est 1 million supplémentaire. C'est 15% de la population. Toutes les catégories sont touchées. Les jeunes, Monsieur le Ministre, vous le savez, les actifs précarisés, les seniors, et une part prépondérante de femmes. Que faites-vous? Que faites-vous notamment pour les jeunes qui appellent à l'aide depuis plusieurs mois? Le président Emmanuel Macron a promis un repas à 1 € dans les restaurants universitaires, mais les files d'attente devant l'aide alimentaire, vous le savez, sont toujours aussi longues. Que faites-vous pour les ménages qui ont du mal à payer leur loyer à ma permanence, peut-être à la vôtre? Les appels affluent de personnes en difficulté pour se loger. La Fondation Abbé Pierre a montré que vous avez réalisé 10 milliards d'euros d'économies sur les APL depuis 2017. Peut-être que vous pensiez à elle, la Fondation Abbé Pierre, quand vous disiez que les associations vous remerciaient pour votre aide. Ce n'est pas comme ça que nous percevons les choses. Cela continue malgré la crise et l'entrée en vigueur de la réforme du calcul des aides au logement. Que faites-vous pour ceux qui ont des difficultés à se nourrir? 8 millions de Français aujourd'hui ont besoin d'aide alimentaire et seulement 3 millions, soit 3 millions de plus,
qu'il y a 2 ans. Le chèque alimentaire promis par le président de la République tarde à venir. 2 aides exceptionnelles versées par le gouvernement aux ménages les plus modestes lors des 2 premiers confinements n'ont pas été pérennisées, alors que les conséquences sociales de la crise sont là. Que faites-vous pour les chômeurs? De certains points de vue, vous agissez, mais à contresens de ce qui est nécessaire avec le maintien de l'assurance chômage qui va faire perdre les droits à près de 40% actuellement des chômeurs. Vous persistez à vouloir maintenir cette réforme du chômage contre l'avis unanime des organisations syndicales. Je dois avouer que c'est assez pertinent, mais j'ironise. Monsieur le ministre de la Santé, cette question donc, est avant tout une alerte. Répondez-y de manière, s'il vous plaît, un peu plus conséquente que ce que vous venez de le faire. Le pays va mal, des millions de nos concitoyens souffrent, la situation sanitaire est terrible, les privations sociales rendent la vie de beaucoup d'entre nous insupportable. De grâce, n'aggravez pas leur situation, retirez la réforme de l'assurance chômage et agissez pour soutenir les plus fragiles, pour traverser cette période actuelle. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député. Alors, si nous regardons factuellement les chiffres, je vais essayer d'être précis dans ma réponse. Sur le rapport INSEE, que vous n'avez jamais contesté, puisque vous en étiez servi l'année dernière pour montrer que la pauvreté avait augmenté dans le pays en 2018. On va donc ressortir le même rapport, mais l'année suivante, qui concerne cette fois-ci l'année 2019, avant la crise Covid, pour être à nouveau précis. La pauvreté, pour la première fois depuis un certain nombre d'années, avait reculé dans notre pays en 2019. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le gouvernement, c'est l'INSEE. Encore une fois, j'utilise les mêmes données que celles que vous utilisez pour nous faire comprendre ô combien notre action est déraisonnable habituellement. Donc, la pauvreté avait régressé en 2019. Pourquoi? Essentiellement grâce aux mesures sur la prime d'activité, qui avait permis à 200 000 Français de sortir de la précarité. Il restait encore 9,2 millions de pauvres. Personne ne dit que c'est suffisant. Ce que je veux vous dire, c'est que la trajectoire avant la crise Covid était une trajectoire qui s'infléchissait pour le mieux, pour la première fois depuis des années. Ça, c'est des chiffres. Ensuite, oui, la crise Covid a appauvri la France, a appauvri un certain nombre de Français. À l'évidence, parler des étudiants qui ne peuvent pas faire le job d'appoint, parler des contractuels qui n'ont pas pu avoir des missions. Évidemment, ce que nous avons fait, monsieur le député, comme aucun autre pays autour de nous n'a fait, c'est une prise en charge à 100% par l'assurance maladie, à 100%, sans avance de frais, sans reste à charge de la totalité des soins inhérents au Covid. Les tests, les vaccins, les hospitalisations, les consultations, la télémédecine. Vous y êtes sensible? J'y suis sensible à l'assurance maladie. Très. Donc ça, du côté sanitaire. Ensuite, il y a toutes les aides qui ont été apportées, aides alimentaires, des chèques, des masques. Le plan de soutien sans précédent de l'État à ces entreprises, songez une seconde qu'il y a près de 20 millions de Français dont le salaire a été payé par l'État pendant plusieurs mois avec le chômage partiel, le fonds de solidarité pour les artisans, les commerçants, bref, les amortisseurs sociaux ont joué en plein. Ça fait une facture, mais nous l'assumons. C'était le quoi qu'il en coûte. Vous posez la question de l'assurance chômage, monsieur le député, il va me rester quelques secondes pour vous répondre. Vous dire qu'elle a été décalée à plusieurs reprises, parce que le contexte ne s'y prêtait pas. Elle a ensuite été modifiée en écoutant les partenaires sociaux. Je ne dis pas qu'il y a un consensus autour de cette réforme, mais je dis qu'elle est nécessaire, qu'on pourrait avoir un débat de fond, mais qui prendrait plus de 2 minutes. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le ministre, si une personne avait pu, depuis la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 jusqu'à aujourd'hui, économiser 8 000 € par jour, hautement improbable, elle posséderait à peine 1% de la richesse possédée par M. Bernard Arnault. En France, 7 personnes possèdent autant de richesses que 30% de la population réunie. Les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses de ce pays. Certaines personnes gagnent en quelques minutes ce qu'un salarié moyen mettra toute une vie de labeur à gagner. 15 000 Français, dont 37 des 50 familles les plus riches, possèdent des comptes au Luxembourg et y fuient l'impôt. Au total, la fraude et l'évasion fiscale coûtent 100 milliards d'euros. En pleine pandémie, les milliardaires français ont engrangé 175 milliards d'euros de plus. Le débat qui nous occupe cet après-midi porte sur l'explosion de la pauvreté, mais il aurait tout aussi bien pu porter sur l'explosion de la richesse dans le même contexte. Ce que je veux démontrer ici, monsieur le ministre, c'est que la pauvreté qui atteint des records en France et touche désormais 10 millions de personnes ne tombe pas du ciel et n'est pas un à côté de la concentration des richesses entre quelques mains. Convenez-vous-en. Victor Hugo visait juste quand il disait que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Ce pays produit largement assez de richesses pour permettre à chacun d'y vivre dignement. La pauvreté est insupportable, et d'autant plus quand elle frappe si lourdement la jeunesse du pays. Vaincre cette pauvreté est possible, à la condition d'une volonté politique à toute épreuve. Qu'attendez-vous pour donner accès au RSA aux jeunes de moins de 25 ans? Qu'attendez-vous pour relever les minima sociaux de sorte que personne ne puisse vivre sous le seuil de pauvreté dans la 6e puissance économique du monde? Pour vaincre la pauvreté, il n'y a qu'une seule véritable solution: partager.
Qu'attendez-vous pour mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus profité de cette crise? Qu'attendez-vous pour limiter l'écart de revenus dans les entreprises, pour rétablir l'ISF, pour réformer la fiscalité de ce pays comme nous le proposons, pour mieux répartir l'effort entre tous et permettre que ceux qui ont le moins payent moins et que ceux qui ont le plus payent plus? Enfin, qu'attendez-vous pour instaurer l'impôt universel, pour faire payer ceux qui fuient l'impôt et se soustraient à la solidarité nationale? Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Monsieur le député Quatennens, on se connaît suffisamment pour que vous me fassiez confiance quand je vous dis que je n'ai pas d'appétence particulière à l'idée d'avoir un compte en banque rempli de milliards. Je n'en comprends à titre personnel ni le sens, ni la logique. Vraiment, je vous le dis, je ne vois pas l'intérêt pour une personne de concentrer des milliards et des milliards. Là-dessus, on peut être d'accord. Monsieur le député, on peut être aussi d'accord parce qu'il en va. Alors, vous pouvez opposer un modèle dit communiste à un modèle dit capitaliste. Le partage des richesses à marche forcée n'a jamais complètement fait reculer la pauvreté dans le monde. Ça même est plutôt l'inverse, je crois, au cours du XXe siècle et du siècle qui l'a précédé. Et les rares pays qui aujourd'hui proposent le partage forcé des richesses ne s'en portent pas mieux, ça c'est évident. Donc, dans un modèle qui, vous le consentirez avec moi, est un modèle capitalistique, mondialisé, ce que nous faisons, c'est déjà encourager la création d'emplois. Parce que on peut débattre dans tous les sens, mais dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, la première des solidarités, c'est l'emploi. Le premier motif pour tomber dans la pauvreté, c'est le chômage. Le premier moyen de sortir de la pauvreté, c'est factuel et statistique, c'est l'accès à l'emploi. Comment créer des emplois? Avoir une économie qui est dynamique, avoir des entreprises qui créent des emplois. Éviter les licenciements, c'est important, et nous le faisons, et nous réimplantons des entreprises. Nous sommes en train d'avoir un plan d'investissement européen avec France Relance qui permet de réindustrialiser notre pays, et donc de créer des emplois. Le plan « Un jeune, une solution ». Vous parlez du RSA jeune, j'ai pu avoir mon avis sur la question. Mais moi, ce que je souhaitais, avant d'être ministre et comme ministre, c'est qu'effectivement, aucun jeune ne se retrouve sans solution. Où on dirait « Désolé, il n'y a pas de revenu pour toi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'apprentissage ». Je préfère 1000 fois, et je suis totalement à l'aise dans mes baskets, quand on dit à un jeune « Tu vas à l'école de la deuxième chance et on va te donner des sous tous les mois pour ça. Tu vas faire de l'apprentissage et on va te donner de l'argent pour ça. On va te trouver un job ou un stage et on va te donner de l'argent pour ça. » Donc on ne fait pas que donner de l'argent, on donne de l'argent et un avenir. Et ça, j'y crois profondément. Ensuite, sur le débat sur la fiscalité, monsieur le député, à nouveau, on pourrait faire chiffre contre chiffre, et je pourrais vous dire que le revenu moyen des Français a augmenté de 3%, pas celui des plus riches, le revenu moyen, notamment grâce à la prime d'activité, 100 € de plus par mois pour des millions de Français, je vous garantis qu'ils voient la différence. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Hugues Grattenon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce sont des salariés, des étudiants, des intérimaires, des chômeurs, mais également des auto-entrepreneurs et artisans qui basculent dans la pauvreté. L'urgence n'est-elle pas là? Donc, Monsieur le Ministre, je vous repose les questions. Comment payer son loyer? Comment payer ses factures? Comment se nourrir? Comment se soigner? Comment répondre aux demandes essentielles des enfants? Comment? Les questions sont nombreuses. Avec la souffrance financière s'ajoute la souffrance morale. Face à cela, il faut que vous arrêtiez de faire la politique de l'autruche. Il faut que la France relance justement la vie sociale et cette relance de la vie sociale devra comprendre une augmentation significative de tous les minima sociaux, créer des postes de travailleurs sociaux dans toute la France, recrutement des éducateurs et des accompagnateurs dans tous les quartiers de France, sans oublier les Outre-mer. Mettre en place un fonds à hauteur de 200 millions d'euros réclamé par la Fondation Abbé Pierre, sur laquelle vous vous êtes engagé et qu'on attend toujours. Mettre en place rapidement un revenu minimum étudiant. Appliquer le droit opposable à l'emploi, ouvrant des perspectives pour des millions de personnes. Les moyens sont là, ce n'est qu'une question de volonté politique. Tout cela permettrait de remettre les gens au travail. C'est une question de dignité. Relancer l'économie, améliorer le pouvoir d'achat pour, au final, casser cette spirale de la pauvreté. Ce plan de relance de la vie sociale est, à mon sens, indispensable, incontournable. Et que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour cela? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Encore une fois, monsieur le député Grattenon, on partage l'objectif, permettre à chacun d'avoir un emploi et éradiquer la misère. On n'est pas le premier gouvernement
à vouloir le faire. Vous n'êtes pas le premier parlementaire de majorité d'opposition à interpeller un gouvernement pour le faire. Et on peut compter les siècles qui se sont écoulés avant que nous soyons en responsabilité. Nul n'a trouvé la martingale pour éradiquer totalement la pauvreté, mais tout le monde essaye à sa manière, avec des méthodes dont nous parlerons les parlementaires de droite tout à l'heure, qui sont tout à fait légitimes, des parlementaires de gauche qui ont les leurs. Monsieur le député, j'entends que vous dites qu'il faut créer autant d'emplois publics, finalement, qu'il y aurait de chômage dans notre pays. Le problème, monsieur le député, c'est qu'un emploi public, il faut qu'il soit financé sur de l'argent public, et pour cela, il faut bien qu'il y ait de l'emploi privé aussi, qui permette d'alimenter la machine, notamment par le biais de la fiscalité, qui vous est chère, et je l'ai bien entendu. Monsieur le député, évidemment que nous partageons cet objectif, et encore une fois, regardez le plan, regardez bien dans vos tablettes, parce que vous dites le RSA jeune ou le RUA jeune, etc. Trouvez-moi, je mets au défi n'importe quel parlementaire ici présent, vous n'êtes pas très nombreux pour le débat sur la pauvreté, mais c'est ainsi, trouvez-moi dans vos tablettes la dernière fois que vous avez eu un plan de 7 milliards d'euros ciblé sur l'emploi des jeunes, ciblé sur l'apprentissage des jeunes, ciblé sur la formation des jeunes, ciblé sur l'école de la deuxième chance pour les jeunes. Cherchez. Cherchez sous Mitterrand, cherchez sous François Hollande, cherchez sous les gouvernements de droite, vous n'en trouverez pas. Donc l'ambition, nous l'avons. Et les moyens, nous les mettons en place comme jamais. Alors, ça ne sera jamais suffisant pour éradiquer la pauvreté et la misère, mais aidez-nous, monsieur le député, et voyez dans les choses que nous portons dans les... Vous savez, quand on va dans les quartiers prioritaires de la ville et qu'on va voir les acteurs sociaux en leur disant « le plan Un jeune, une solution, il faut le promouvoir », ils nous disent « oui, on a envie de le promouvoir ». Si vous avez à côté de ça des élus qui vous disent « non, mais ce n'est pas l'ambition qu'on voulait », forcément, ça donne un petit peu moins envie. Donc, aidez-nous à aller porter les choses. Regardez aussi avec nous quand il y a des mesures que nous portons qui sont suffisamment ambitieuses pour qu'elles soient susceptibles de vous satisfaire. Merci, monsieur le ministre.